Bon, notre projet, c'est sur la segmentation des tumeurs dans des images de IRM. Et la segmentation, l'idée de la segmentation, c'est de prendre une image et la diviser en régions. Chaque région, il appartient à une classification différente. Dans notre cas, on a un patient, on le passe au scanner, il a plusieurs coupures de scanner avec différentes images. Et un médecin, il est en charge de faire manuellement la segmentation, c'est-à-dire il va décider quelle région correspond à un tissu malade, à un tumeur, et quelle région correspond à un tissu sain ou des backgrounds. Alors, cette façon de travailler, ça c'est très important pour le diagnostic, pour le diagnostic et aussi pour décider les traitements à suivre. Alors, il y a un petit inconvénient avec cette méthode de travail, c'est que ça prend beaucoup de temps et aussi il y a une grosse variabilité entre les marquages, la masse que peut faire un professionnel et différents professionnels. Alors, c'est-à-dire qu'on va avoir différents masques, ça dépend des professionnels. Alors, pour solutionner ce problème, ce qu'on va faire, on va utiliser un outil de deep learning pour aider les radiologues ou les médecins à faire sa tâche. D'abord, on a décidé d'utiliser un réseau de neurones. Alors, le réseau, il faut l'entraîner. Et pour ça, on a besoin d'un dataset. On a pris un dataset sous Kaggle. Il est partagé, il est public. Il a été généré par le National Cancer Institute des États-Unis. Cet dataset, il contient 3900 images avec ces masques, tout fait à la main pour un professionnel. Mais de ces 3930 images, que 1300, on a des masques de tumeurs. Les restes sont des masques noirs où il n'y a pas de tumeurs, où il y a des tissus sains. Alors, cette quantité d'informations, elle n'est pas suffisante pour entraîner un réseau de neurones. Alors, on a on a fait de la data augmentation, soit par des rotations, des changements de contraste, plusieurs méthodes pour travailler sur la donnée, pour avoir des images différentes, mais qui conservent la même information qui nous intéresse. Sur le réseau des neurones, on a utilisé un modèle assez classique et connu et très performant, c'est les UNet. Les UNet, il y a deux parties. Il y a la branche de gauche, qui est à côté de l'input de l'image. Cette branche, il consiste en BGG19 déjà entraîné, un réseau convolutionnel qu'on connaît déjà les poids. Et ce réseau convolutionnel, ce qu'il va faire, c'est va prendre de l'image et va extraire les features qui sont importantes pour la classification. Après, la deuxième partie, la partie de droite, c'est le décodeur. Il va prendre cette information des features de classification et aussi information intermédiaire du réseau de VGG pour pouvoir former l'image. Il va prendre en fait la partie spatiale de l'image, il va l'obtenir de ces concaténations qu'on voit sur l'écran. Et l'information de la classification, il va l'obtenir de la fin de la sortie du VGG. Alors, on a besoin aussi d'un score pour pouvoir contrôler, pour pouvoir entraîner et comparer les modèles. Les scores qu'on va utiliser, c'est l'intersection over union. Ce qu'il va faire, c'est il va pondérer l'intersection de la masque et de la prédiction. Si la masque est complètement différente, les pixels de la masque sont complètement différents aux pixels de la prédiction, le score sera 0. Et à fur et à mesure que l'intersection augmente, on va arriver à un score de 1 ou un match parfait. Une fois qu'on a les modèles, on a le score, on a le modèle entraîné, et on doit les comparer avec des baselines. Alors, on a utilisé deux baselines. La première baseline, c'est une baseline manuelle. C'est un de nous qui s'est amusé à faire des segmentations d'images. Et alors, on a fait une cinquantaine d'images. On a appris, en fait, à partir des images qu'on avait dans les datasets, on a appris comment faire la segmentation. Et on a obtenu un score de 0,88. C'est un assez bon score. Un très bon score, en fait. Et après, la deuxième baseline, sont des filtres. Ce qu'on fait, c'est on fait passer l'image par des filtres de couleurs qu'il faut optimiser. Et si les pixels de l'autre côté ils continuent à avoir de la luminosité, on considère que c'est un tumeur. Avec ces méthodes-là, on a obtenu un score un peu plus bas, c'est de 0,57. Finalement, sur le test 7, on a obtenu le score de notre UNet. C'est très, très performant, de 0,92.
plus que le manuel, c'est-à-dire notre réseau, il apprend mieux que nous. Et ici, je montre deux exemples. Le premier exemple, c'est un exemple où la prédiction marche très bien. On peut voir en haut à gauche l'image, la masque faite par le professionnel, la masque qu'on a fait, les résultats de filtre qui n'est pas très performant et les résultats de la prédiction qui est très, très performante. Et aussi, on va montrer un exemple qui n'est pas si performante, mais ce n'est pas si mauvais. C'est en bas à gauche, on voit l'image de tumeur et on peut voir que la personne, il a bien appris à faire sa tâche. On a bien appris manuellement à faire la tâche. Les filtres, il se trompe beaucoup. Il y a toute une partie centrale du tumeur qui passe pas les filtres. Et finalement, la prédiction, on peut voir que c'est pas hyper performant, mais quand même, il arrive à faire sa tâche beaucoup mieux que les filtres. Mais il y a des petites tâches qui correspondent au crâne, qui sont des fausses positives qui passent les tests. Alors, tous ces modèles, on l'a mis en production et c'est Amira qui va vous expliquer ce qu'on a fait. Donc, bonjour. Concernant le déroulement de notre projet, on a commencé par explorer les données et développer et optimiser notre modèle. Donc, on a utilisé Colab pour faire nos expériences et des données, on les a stockées sur Google Drive. Une fois le modèle est finalisé, on l'a poussé avec les données dans le GCP. Et là, on a créé une API qui a été déployée et, dans un conteneur. Et ensuite, on a créé une application Streamlit pour permettre aux médecins d'explorer les données et visualiser les images. Donc, notre application, elle s'appelle Dr Maboul. On a trois options. La première option permet aux médecins de valider un nouveau modèle de prédiction. Donc, le médecin il peut ouvrir la liste des patients. Donc, il choisit un patient. On a l'affichage de nombre de coupes sur des coupes de MRI. Du coup, le médecin il choisit juste la coupe qu'il souhaite. Et là, on a l'affichage de l'image originale. L'image originale, le masque fait par le médecin et le masque prédit par le modèle, ainsi que le score qu'on voit ici en bas. Donc, voilà, il suffit juste de glisser le petit pointer et on voit à chaque fois des nouvelles slices et leurs prédictions. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, elle permet de travailler sur un modèle qui est déjà validé. Donc, le médecin, il peut charger une image de IRM et le modèle, l'application, elle lui donne le diagnostic fourni par le modèle. Donc là, ici, donc ça permet beaucoup plus à aider les médecins à conforter leur diagnostic. Donc, et on a la troisième option. Je vais prendre ça. Donc, la troisième option, elle permet aux médecins d'avoir une vue 3D. Donc, en groupant toutes les images dans le fichier du patient par patient. Comme ça, le médecin, il peut visualiser le positionnement du cancer de la masse cancéreuse au niveau du cerveau et aussi connaître la forme et tout ça. Donc, ce type d'exploration, il est vraiment utile avant toute intervention, par exemple chirurgicale. Donc, juste maintenant, le modèle charge le dossier patient. Et voilà. Donc là, on a la visualisation, on a une vue 3D. Donc, le médecin, il peut vraiment voir dérouler les différentes coupes du cerveau. Et par exemple, ici, on voit le début d'apparition de la masse cancéreuse et
voilà, au fur et à mesure. Donc, on voit bien à quel niveau le cancer, la masse commence et ainsi la forme et à quel niveau on ne la voit plus. Donc, voilà la troisième option de notre fonction, de notre application, pardon. Et du coup, voilà aussi, c'est la fin de la démonstration de notre petite application. Et du coup, nous avons vraiment pris plaisir à travailler sur ce projet. On s'est vraiment éclaté, donc on espère que ça pourrait être utile pour certains médecins. Et aussi, nous avons apprécié beaucoup ces dernières 9 semaines et nous voulons remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés au cours de cette très belle aventure. Donc, merci à tous. Bonjour à tous. Donc, notre projet s'articule autour de l'analyse de séries temporelles. Et dans ce contexte, nous avons choisi l'analyse du PIB des États-Unis. Le PIB, c'est la valeur des biens et services produits à l'intérieur d'un pays pendant une période de temps. La formulation des économistes est le PIB, c'est C plus I plus G plus X moins M, où C, la consommation des ménages, I correspond aux investissements, G aux dépenses publiques et X moins M correspond aux exportations nettes des importations. Le PIB, c'est un indicateur clé sur l'état de l'économie et c'est un indicateur qui est utilisé pour la détermination de la politique économique et monétaire. C'est un indicateur qui est publié trimestriellement, environ un mois après la fin du trimestre. Et la série qu'on utilise, c'est une série déflatée et ajustée des variations saisonnières qui est disponible sur le site de la Fed. Nos objectifs, c'était mieux appréhender les séries temporelles, d'une part, et d'autre part, de comparer comment une prédiction peut être établie à partir d'un modèle simple, ARIMA, ou d'un modèle plus sophistiqué comme le réseau de neurones récurrents. Donc le graphe, donc le PIB des États-Unis, le PIB réel depuis 1947. Donc le graphe montre une régularité décroissant avec une orientation légèrement exponentielle. Il y a une faible volatilité et les corrections qui sont visibles en 2008 et 2020 correspondent donc aux crises des subprimes en 2008 et à la crise de Covid en 2020. La série montre une certaine inertie, c'est-à-dire que le point suivant sur le graphe a une valeur proche du point précédent. Intuitivement, ça semble logique s'agissant d'une grandeur économique, donc qui est beaucoup moins volatile que pourrait l'être un cours de bourse, par exemple, où effectivement on peut avoir une volatilité quotidienne assez importante. Alors cette série, du coup, c'est un bon candidat pour une analyse avec un modèle autorégressif, le modèle ARIMA. Nous avons optimisé le modèle avec des paramètres égaux donc des paramètres PDQ égaux à 2, 2 et 1. Alors, le P, c'est le nombre de termes autorégressifs. Ça veut dire que les 2 points précédents sont pris en compte pour estimer le point suivant. D, c'est le nombre de différenciations. Il y a 2 différenciations, c'est-à-dire qu'en réalité, le calcul n'est pas fait sur les grandeurs, mais sur les différences de la valeur de la série. Et Q, c'est le nombre de termes utilisés pour les moyennes mobiles, c'est-à-dire que le modèle prend en compte l'erreur calculée sur un seul point précédent. Bon. En fait, c'est pas le point, c'est la différence de la différence, mais voilà. Donc on a fonctionné avec ce modèle-là. Donc, le modèle prédit la valeur suivante en connaissant chacune des valeurs du passé. Le modèle optimise les coefficients en s'entraînant sur la série jusqu'en 2018.
Et sur ce graphe, la courbe jaune correspond au PIB réel et la courbe bleue correspond à la prédiction du modèle. Donc, chaque calcul prévoit un seul point. Donc, le modèle s'entraîne toute la série pour déterminer les coefficients et chaque point de la courbe est ensuite calculé par un calcul unique qui prend en compte les points précédents. Donc, graphiquement, on voit que la courbe modélisée et la courbe réelle sont assez proches. Donc, la courbe modélisée, c'est la courbe bleue, la courbe réelle, c'est la courbe jaune. Ensuite, on a voulu comparer avec un modèle de base. Donc, pour l'évaluer, le modèle de base prédit la valeur suivante du PIB à partir soit d'une seule valeur précédente ou à partir d'une extrapolation linéaire ou polynomiale. Et ce qu'on constate, c'est que le modèle ARIMA génère une erreur qui est inférieure au modèle de base. On a un indicateur MAPE qui est 0,3% comparé à 0,9% pour le modèle de base. Voilà. Ensuite, donc, l'utilité d'un tel modèle, on trouve c'est utile pour déterminer le potentiel de croissance. Donc, à partir d'un certain point, le modèle a appris et nous permet de nous faire une projection du PIB potentiel en régime normal, en absence de choc. Et c'est aussi utile pour suivre l'évolution de l'output gap, c'est-à-dire lorsqu'il y a une crise, de suivre le décalage entre le PIB réel et la tendance potentielle lors du retour à la normale. Le modèle a fait une prédiction pour 2020, en 2018, donc il y a la courbe jaune au milieu, et le modèle prédisait une continuité. Donc le modèle ne peut pas anticiper à partir des seules données passées un socle exogène comme la crise du Covid. Donc on voit qu'en fait on a effectivement un décalage entre le PIB réel en rouge et la prédiction. C'est une limitation du modèle. Le modèle ne peut pas, à partir de ces données seules, anticiper ce choc. Et donc, c'est pour ça que par la suite, nous allons chercher à utiliser d'autres données, ce qui nous amène à la transition avec Esteban. Merci Philippe. Donc, à partir de cette approche ARIMA, qui est une approche qu'on peut considérer comme étant simpliste, puisqu'elle ne va uniquement chercher à prédire la prochaine valeur du PIB à partir des valeurs précédentes, on a voulu utiliser une approche plus complexe en utilisant un modèle RNN en deep learning. Et pour ce faire, on a voulu l'implémenter avec différentes variables exogènes qui se rapportent toutes de près ou moins à la valeur du PIB. Donc, à partir de ces différentes variables, on a par exemple ici la valeur industrielle produite au sein des États-Unis par les différentes entreprises. On peut aussi retrouver, par exemple, un index de confiance. On peut aussi, d'autre part, retrouver, par exemple, le Chicago Fed Activity Index, qui est un indice d'activité nationale utilisé par la Fed de Chicago, qui nous permet de mesurer l'activité économique en considérant des pressions inflationnistes. Ce qu'on peut observer à travers ces différentes variables, c'est qu'elles ont différents points de départ dans le temps, ce qui s'avère être une problématique à partir du moment où on a eu cette approche multivariée. Donc pour ce faire, on a décidé de supprimer les séries qui commençaient à une date supérieure à 1971. Donc on observe d'autre part que chaque série temporelle a différentes fréquences, c'est-à-dire que par exemple notre PIB ici a une fréquence trimestrielle, alors que d'autres variables ont, elles, une fréquence mensuelle. C'était une problématique puisque nous avons uniquement un nombre de 296 observations sur notre data pour des valeurs trimestrielles. Et c'est pour ça que nous avons cherché à répondre à cette problématique en utilisant une augmentation de la granularité, en essayant de faire passer cette série de manière hebdomadaire afin d'essayer de passer à 2556 points d'observation, afin de permettre à notre modèle de mieux s'entraîner. Ici, vous pouvez observer la différente collinéarité entre les différentes variables qui ont été retenues. On peut observer des collinéarités
voire quasiment parfaites, même très fortes. Et le problème de ces multicollinéarités, c'est qu'elles risquent d'affecter l'apprentissage de notre modèle. À partir du moment où l'information des variables dépendantes est faible par rapport aux autres variables, le réseau il va avoir beaucoup plus de mal à converger. C'est pour ça qu'on a décidé de retirer notamment certaines features qui ont une collinéarité parfaite entre elles. Afin de mesurer la qualité de prédiction de notre modèle, on s'est basé sur des approches de base, c'est-à-dire on a cherché à prédire la prochaine valeur du PIB en utilisant uniquement le PIB précédent de nos différentes séquences, ce qui nous a permis d'aboutir à une moyenne absolue en pourcentage d'erreur de 25,99% et une erreur quadratique moyenne de 0,0248. Pour revenir sur la problématique de la granularité, les données macroéconomiques américaines ne sont pas suffisantes pour entraîner un modèle complexe comme un modèle RNN. Donc, on ne pouvait pas partir uniquement avec les 202 observations sur une base de 1971 à décembre 2019. Donc, c'est pour ça qu'on a dû augmenter la granularité de nos données. Pour ce faire, on a utilisé un procédé qui s'appelle la propagation de la donnée. C'est-à-dire qu'on a cherché à implémenter cette base hebdomadaire, c'est-à-dire pousser la valeur de chaque trimestre du PIB qui va constituer cette même valeur de manière hebdomadaire afin d'augmenter la granularité de notre séquence. Et on retrouve justement cette approche assez distinctive puisque on voit qu'il y a un effet d'escalier. Ça aboutit à un effet d'escalier par rapport à la courbe trimestrielle qui est en orange. Afin de favoriser l'entraînement de notre modèle, on a souhaité réaliser cet entraînement aussi avec la variation du PIB en pourcentage, afin d'utiliser un set de données qui soit normalisé et qui puisse favoriser la convergence de notre modèle. À partir de là, on a utilisé une séquence d'entraînement, une séquence de test et une séquence de validation. La séquence d'entraînement de 1971 à mai 2000, la séquence de test de l'année 2000 à mars 2010 et la séquence de validation de mars 2010 jusqu'à décembre 2019. Pour résumer l'approche RNN, on a utilisé des réseaux neuronaux récurrents qui sont des modèles qui sont spécialement conçus pour traiter des données d'entrée qui sont des séquences et donc des observations répétées dans le temps. Cependant, les modèles simples RNN ont un assez gros défaut, c'est-à-dire qu'ils sont victimes de ce qu'on peut appeler la disparition des gradients, ce qui va entraver l'apprentissage de longues séquences de données puisque le gradient contient une information qui est nécessaire pour la continuité d'apprentissage de notre modèle. C'est pour cela que nous nous sommes orientés vers un modèle RNN LSTM qui justement permet de limiter la disparition des gradients et de maintenir une continuité d'apprentissage dans notre modèle. L'architecture de notre modèle se présente ainsi. On a utilisé 2 couches de LSTM et 2 couches de réseau dense. On a fait en sorte que le modèle puisse s'entraîner sur une moyenne au carré des erreurs et puisse utiliser des métriques qui est évoquées dans notre baseline modèle, c'est-à-dire la moyenne absolue du pourcentage d'erreur et l'erreur quadratique moyenne. Par rapport à ces résultats, on peut observer que le modèle apprend bien sur le train, sur les données d'entraînement, mais overfit sur les données de test. Et ça se vérifie sur les modèles de prédiction puisque le modèle apparaît overfité et il semble incapable de se généraliser. Et d'ailleurs, nous n'arrivons pas à battre notre baseline modèle puisque nous avons une MAPE de 25,69% et une RMSE de 0,1049. Pour conclure cette présentation, on a pu observer à travers notre travail de recherche que l'ARIMA était un modèle qui nous permettait de faire une inférence et déterminer des intervalles de confiance, mais était extrêmement limité par son approche linéaire et l'utilisation d'une série unique de données, c'est-à-dire prédire le PIB uniquement par la valeur du PIB. Alors que l'approche plus complexe, c'est-à-dire la valeur RNN, nous a permis une modélisation de processus beaucoup plus complexe, mais elle ne permet pas de définir un intervalle de confiance, puisqu'à partir d'une donnée d'observation à l'instant T, elle va être capable de nous renvoyer
une prédiction du GDP. Mais les données d'observation doivent être actualisées afin de maintenir une continuité de prédiction. Et d'autre part, ce modèle nécessite une certaine quantité d'observation, ce qui a été l'un des problèmes majeurs dans notre approche, puisque les valeurs que nous avons extrapolées par l'augmentation de la granularité ne sont pas des valeurs qui existent à proprement parler. Il n'y a pas de PIB de manière hebdomadaire. Et ça a été une assez grosse limitation dans notre approche. C'est la fin de cette présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Bravo. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter Garbi.ey. Garbi le Magnifique est un réseau de neurones qui vous aide à trier vos déchets. Notre problématique de départ donc a été que l'humanité crée de plus en plus de déchets, mais seule une partie est recyclée. Depuis 1950, 91% du plastique produit n'a pas été recyclé. Une des raisons est que nous ne savons pas dans quelle poubelle jeter nos déchets. Donc, notre solution que l'on vous propose, ça a été de créer une application en ligne permettant à l'utilisateur de soumettre une photo de déchet et notre réseau de neurones lui indiquera dans quelle poubelle le jeter. Donc, notre dataset de départ se compose de 2527 images réparties en 6 catégories, verre, carton, métal, papier, plastique et ordures non recyclables. Les catégories sont relativement équilibrées, entre 400 et 500 photos, sauf les ordures non recyclables, donc 137 photos, ce qui peut, on pourra voir, nuire un petit peu à notre modèle. Enfin, les images ont une taille unique de 512 x 384 en couleur. Notre dataset, on l'a découpé en 3. Les 3 quarts pour entraîner les modèles, 10% pour les optimiser et 15% pour les tester. 2500 images, c'était peu. Donc nous avons créé de nouvelles images par data augmentation pour enrichir notre dataset. On a utilisé 3 fonctions. La première fonction, ça a été de retourner l'image de la gauche vers la droite. La deuxième fonction, de retourner l'image de bas vers le haut. Et la troisième fonction, c'est de changer la luminosité. Voilà. Je vais passer la parole à Aurélien qui va maintenant vous présenter notre modèle. Ouais, merci Florian. Donc, une fois qu'on avait du coup préparé ce dataset, on s'est attelé à la création d'un modèle pour pouvoir prédire la classe d'un déchet en fonction d'une image. Donc, pour commencer, on a essayé de calculer déjà un score de performance minimale qui sera un score baseline, qui correspondrait en fait à un modèle le plus simple possible qui attribuerait la classe prédominante à toute image qu'on lui passerait, et à savoir la classe prédominante, c'est le papier dans notre situation. Donc ce baseline score, il est de 24%, et du coup c'est notre score à battre lorsqu'on a testé nos différents modèles. Donc on a eu une approche hyper itérative. On a commencé par un modèle hyper simple, qui était un modèle avec des couches de convolution qui est le plus adapté pour faire face à des problématiques d'analyse d'image. Donc on avait fait un modèle avec 3 couches de convolution, et on a vu qu'on avait du mal à plafonner au-delà de notre baseline score. On avait un métrique de performance qui était autour de 25%. Donc, du coup, on a décidé de mettre en place justement ce qu'a présenté Florent tout à l'heure, à savoir la data augmentation, pour entraîner notre modèle sur plus d'images. On a vu que ça permettait d'accroître du coup la performance de notre modèle jusqu'à des niveaux de 25% de précision. Donc c'était pas mal, mais on pensait qu'on pouvait encore faire mieux. Donc on a essayé d'abord de faire un petit pas de côté et de sortir des couches de convolution pour essayer une couche de réseau dense toute simple avec beaucoup de paramètres à entraîner. On a vu que ce type de modèle était moins performant que des réseaux de neurones avec des convolutions. On obtenait une performance de 40%. Donc on a continué plutôt sur les réseaux de convolution, et pour ça, la dernière étape, c'est d'essayer d'utiliser des modèles de transfer learning. Donc on a testé différents modèles existants, et on voit que ces modèles transfer learning ont permis de passer le plafond de verre des 75% et d'atteindre des niveaux de performance autour de 80-85%, voire 86%. Et en l'occurrence, le réseau qui a donné la meilleure performance, c'était le réseau ResNet 50.
qui donnait du coup une précision de prédiction de 86%. Je vais vous décrire un peu plus en détail dans la slide suivante ce réseau. Donc voici l'architecture en fait du modèle qu'on a entraîné. Donc il est construit en 2 blocs assez simples. Un modèle pré-entraîné sur 16 millions d'images qu'on a complété avec un modèle à entraîner de 3 couches denses. Ces 3 couches denses, elles étaient du coup adaptées à notre problématique, avec notamment une couche de sortie qui correspondait au nombre de classes qu'on cherchait à déterminer. On a entraîné tout ce réseau sur notre dataset et à la fin, du coup, lorsqu'on fait passer une image, le résultat, c'est qu'on obtient une prédiction qui est du coup relativement fiable avec un niveau de performance de 86%. Et pourquoi du coup on avait décidé de passer par le transfer learning? C'est tout simplement parce que le transfer learning, c'est un outil hyper puissant pour pouvoir traiter des images, étant donné que ce sont en fait des réseaux qui ont déjà été confrontés à un énorme volume d'images. En l'occurrence, nous, c'était la base de données ImageNet qui contient 15 millions d'images avec plus d'un millier de classes différentes d'images. Donc ce réseau, il a pu s'entraîner énormément sur plein d'images et détecter tout type de patterns intéressants dans une image, des angles, des couleurs, etc. Et donc le fait de bénéficier de ce réseau pré-entraîné, ça nous a permis de gagner vachement de temps sur la partie entraînement de notre modèle complet. Donc malgré cette performance assez élevée, on s'est aperçu qu'on avait quand même quelques petits trous dans notre raquette, dans notre modèle. Donc pour voir cela, on a tracé la matrice de confusion de notre modèle. On s'aperçoit sur cette matrice de confusion que le modèle est assez bon pour catégoriser certaines classes, à savoir le carton, le verre, le métal et le papier, où notre modèle se trompe rarement. En revanche, lorsqu'il s'agit du plastique ou des déchets, des ordures ménagères, on a notre modèle qui a parfois qui s'en mêle un peu les pinceaux et qui peut confondre notamment du verre et du plastique, et qui peut confondre aussi les ordures ménagères avec d'autres types de déchets recyclables. Pour essayer de comprendre plus précisément pourquoi notre modèle il se plantait sur ces 2 catégories-là, on a regardé précisément certaines images de notre dataset, et en effet on voit qu'il y a certaines images de bouteilles en plastique ou bouteilles en verre qui sont même difficilement différenciables par un être humain, et c'est la même pour les déchets non recyclables. On voit qu'on a la même problématique avec des déchets qui sont assez difficilement catégorisables, labellisables par un être humain. Donc voilà, on avait fini du coup la partie du modèle, et après l'objectif, c'est de passer tout ça dans une application. Donc je vais vous laisser Pierre vous présenter le passage en application. Merci Aurélien. Alors en effet, un modèle c'est bien, mais il faut pouvoir en faire quelque chose. Donc ce qu'on a fait, c'est une fois qu'on avait défini ce modèle, on l'a entraîné, on l'a sauvegardé, entraîné sur le cloud. Ensuite, on a déployé une API adossée à un serveur avec FastAPI et Uvicorn, et on a mis le tout sur une image Docker. On a ensuite poussé sur le cloud avec les solutions Google, et enfin qu'on a rendu disponible aux utilisateurs grâce à Streamlit et Heroku. Mais assez parlé du process et du modèle, on va tout de suite vous montrer à quoi ça ressemble dans les faits. Donc en cliquant sur ce lien, vous arrivez sur ce site qui vous permet en fait de télécharger une image et de savoir à quelle catégorie elle appartient. Donc si on fait un test, on prend une image. Donc là, avant de vous montrer la réponse, je vous laisse réfléchir 5 secondes et vous demander finalement dans quelle catégorie appartient ce déchet, sachant que Garbi a réfléchi. Et Garbi en fait, nous donne la réponse. Selon lui, ce déchet doit aller dans la poubelle plastique. Alors, effectivement, c'est une bouteille en plastique. Et son niveau de confiance est supérieur à 90%. Sachant que si le niveau de confiance de Garbi est inférieur à 90%, on ne reprend pas le risque de proposer une réponse. Et Garbi, bien entendu, fait référence à Gatsby le Magnifique, qui ici doit jeter son verre dans la poubelle en verre.
Si je reviens sur la présentation, les quelques prochaines étapes sur lesquelles on pourrait travailler pour encore améliorer tout ça, premièrement, en fait, donner plus de données à notre modèle lors de l'entraînement, avec plusieurs sources possibles, soit par exemple en laissant, en intégrant directement les images téléchargées par les utilisateurs et en entraînant le modèle là-dessus, ou en allant télécharger d'autres datasets disponibles en ligne. Un autre axe de développement, ce serait d'ouvrir le produit à la vidéo, plutôt que de simplement télécharger des images statiques. Et enfin, pour aller plus loin dans la résolution d'un problème, ce serait de prendre en compte un autre critère qui serait la localisation géographique de l'utilisateur, car en effet, il n'y a pas forcément dans toutes les villes de France aujourd'hui toutes les poubelles qui permettent de bien séparer carton, papier, plastique, métal ou autre. Et donc, en fait, de proposer une solution. Le plus souvent, on a juste finalement la poubelle verte, la poubelle jaune et l'option d'aller à la déchetterie. Et donc, ce serait ce qu'on aimerait proposer avec les adresses et les lieux pour trouver ces différentes poubelles. Voilà, on termine ainsi notre présentation et on voulait aussi vous remercier pour votre attention et remercier tous les profs et l'organisation du wagon pour ce super bootcamp. Merci à tous.